Dans les années 50, le cinéma italien connaît une période particulièrement florissante. Peut-être pas la plus brillante de son histoire, parce que l'âge d'or du cinéma italien au niveau de la qualité, ce sont plutôt les années 60-70. Mais dans les années 50, c'est l'âge d'or de la production, du succès dans les salles. Au milieu de la décennie, en 1955, la fréquentation dans les salles dépasse 800 millions de spectateurs. Ce sont des chiffres qui aujourd'hui font rêver. Ils font rêver en France, mais ils font encore plus rêver en Italie, où aujourd'hui la fréquentation en salle stagne autour des 100 millions de spectateurs, ce qui est assez peu par rapport au bassin de population que constitue l'Italie. Ce succès, il est dû à quoi? Il est dû d'abord à l'absence de la télévision. Il n'y a pas tellement de choix. On va au cinéma, le principal lieu de divertissement, de sortie, c'est le musical, ce que les Italiens appellent l'avant-spettacolo. Et d'ailleurs, dans certains des films italiens de ces années-là, on les voit, ces séances de musical où se produisent des soubrettes aguichantes. On les voit souvent. Au cinéma, le film le plus représentatif de cette tendance, c'est Les Feux du musical de Lattuada et Fellini. Mais dans beaucoup de films, on voit ce divertissement. Et puis surtout, il y a le cinéma. Les gens vont au cinéma, ils aiment le cinéma, et ils y vont d'autant plus facilement que le cinéma, qui est à l'écoute du public, les producteurs qui sont à l'écoute du public, se sont rendus compte que ce qui plaisait le plus aux gens, ce sont les comédies. Bien entendu, ce n'est pas une surprise que de découvrir que ce sont les comédies. Il y a aussi les mélodrames, il y a aussi les films de reconstitution historique. Dans les années 50, ce sont les péplums. Tout ça a beaucoup de succès, fidélise les spectateurs qui vont régulièrement au cinéma 1 à 2 fois par semaine, quand ce n'est pas davantage. D'autant que le réseau de salles est capillaire et que l'on a des salles pratiquement en bas de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller dans le centre-ville, il y a des cinémas partout. Et ce développement de la comédie se fait donc dans un contexte de grande attente du public et dans un contexte où ces comédies ne sont jamais des comédies de pur divertissement. Le néoréalisme est passé par là, qui a en quelque sorte donné une orientation au cinéma italien. Cette orientation, c'est l'observation de la réalité. Alors on peut l'observer de manière réaliste ou on peut l'observer de manière humoristique, c'est-à-dire on peut être sensible au spectacle de la rue. Le cinéma italien, dans les années du néoréalisme, parlait de descendre dans la rue, de filmer ce qui se passait dans la rue. Mais alors dans la rue, il se passe le voleur de bicyclette, c'est-à-dire des choses dramatiques. Mais dans la rue, il se passe aussi quantité de situations drôles. Il suffit d'avoir l'œil un peu observateur. Et dans cette optique, il est certain que Dino Risi, l'auteur de Pauvre mais beau, Dino Risi était particulièrement affûté. C'était quelqu'un qui avait une formation d'abord de médecin, on le sait, Dino Risi était médecin, et il avait même fait une spécialisation en psychiatrie. Donc l'observation, quand on est médecin psychiatre, je pense que le début de l'orientation d'un médecin psychiatre, c'est d'observer ses patients. Bon. Et Risi avait d'ailleurs fait des films documentaires pour évoquer cette expérience de la psychiatrie telle qu'il avait pu l'observer dans les hôpitaux où il avait eu l'occasion de travailler. Donc au début des années 50, il se détourne de cette voie, il est attiré par le cinéma commercial. Par parenthèse, il est également attiré par les jolies filles. Le cinéma italien, dans les années 50, regorge de jolies filles, regorge de beaux garçons, mais quand on est un metteur en scène sensible au charme des femmes, il est certain que faire du cinéma vous met dans une position avantageuse. Donc Risi, qui est un homme de grand talent, s'y épanouit rapidement. Bon. Il a participé en 1953 à un film qui est un peu un programme du cinéma italien qui s'appelle L'amour à la ville, qui est coordonné par le pape du néoréalisme, Cesare Zavattini, qui est le scénariste qui a marqué de son empreinte l'histoire du cinéma italien, notamment pour sa collaboration avec De Sica, mais qui surtout a souligné cette nécessité d'observer la réalité. Et si j'insiste sur L'amour à la ville, qui est un film à sketch, dans lequel interviennent un certain nombre de metteurs en scène, dont Fellini et Antonioni, jugez du peu, mais aussi Dino Risi. Et Dino Risi, dans L'amour à la ville,
il tourne un sketch qui s'appelle Paradis pendant 4 heures et qui décrit un bal populaire où les garçons et les filles se rencontrent, flirtent, tout ça avec un œil presque de caricaturiste, je dirais, cette observation qu'il fait de ces jeunes gens qui viennent danser, les jeunes du quartier, des militaires qui ont une permission de journée, qui en fin d'après-midi doivent rentrer à la caserne. Or, dans Pauvre mais beau, il y a une séquence de bal populaire, sur la terrasse d'un des immeubles où se déroule l'action, et sur cette terrasse, garçons et filles dansent, et notamment une danse du ballet, c'est-à-dire cette danse qui consiste à quelqu'un danse avec un balai, et puis de temps en temps, il s'approche d'un couple, donne le balai à un garçon et se met à danser avec la cavalière du dit garçon. Donc ça suscite des jalousies, ça suscite des contrariétés, ça suscite parfois même des antagonismes. Tout ça est observé pendant... C'est une séquence assez longue, hein, qui dure environ 5 minutes dans le film, où Risi, dans le fond, met en œuvre l'expérience qu'il avait déjà acquise à l'occasion de L'amour à la ville. Donc, d'une certaine façon, d'ailleurs, Pauvre mais beau pourrait s'appeler L'amour à la ville. Ça se passe... Dans les comédies des années 50, il y a des comédies campagnardes. Le meilleur exemple, c'est Pain, amour et fantaisie, dirigé par Comencini. Je rappelle que le 3e épisode de Pain, amour et fantaisie, qui s'appelle Pain, amour, ainsi soit-il, est tourné par Dino Risi, qui a pris le relais de Comencini, qui avait tourné les 2 premiers épisodes, avec Sophia Loren et Vittorio De Sica. Donc, Risi, lui, au contraire, se détourne de ces comédies que l'on tourne à la campagne, comédie paysanne, lui au contraire tourne des comédies urbaines, et il faut dire d'ailleurs que, également par commodité, parce que les studios sont à Rome, les acteurs sont à Rome, les équipes techniques sont à Rome, on tourne beaucoup à Rome. Rome est vraiment le cœur du cinéma italien, mais aussi pour des raisons pratiques. C'est moins coûteux de tourner à Rome que d'aller s'installer dans un village de campagne, comme par exemple pour les 2 Pain amour, ou même Pain, amour, ainsi soit-il, est tourné à Sorrento, à côté de Naples. Donc là aussi, il a fallu transporter les équipes. Donc on tourne beaucoup en ville, et en ville, on a un cadre qui s'y prête facilement. On tourne... alors, dans Pauvre mais beau, le cadre, il est très précis, il est parfaitement identifiable, même quand on ne connaît pas beaucoup Rome. N'importe quel spectateur d'aujourd'hui qui est allé à Rome est forcément allé place Navone, a forcément vu l'obélisque de la place Navone, a forcément vu les 3 fontaines, a forcément vu ce stade de Domitien qui était autrefois un stade où se déroulaient des jeux nautiques. La place était envahie d'eau, c'était une immense piscine sur laquelle on faisait circuler des barques et on organisait des combats navals. Et sur cette place, donc, à l'époque, et c'est là où on voit que les choses ont quand même beaucoup changé, on est au milieu des années 50, à l'époque, il y avait encore des immeubles d'habitation populaires qui donnaient sur cette place. Aujourd'hui, d'abord, il y en a beaucoup moins, et ensuite, ce ne sont plus des habitations populaires, mais au contraire des habitations de gens particulièrement aisés, parce qu'on peut imaginer le bond qu'ont fait les loyers ou les ventes dans les immeubles qui se bordent la place Navone, qui est évidemment un lieu sublime. Donc, à l'époque, c'est un quartier populaire dans lequel il y a des immeubles habités par des gens de conditions modestes, et c'est le milieu social dans lequel se déroule Pauvre mais beau. Alors, on a parfois dit que Dino Risi était assez superficiel et qu'il s'intéressait au marivaudage de ces couples. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai que sur le devant de la scène, on a essentiellement des couples qui se font et qui se défont, avec des disputes, des jalousies, avec des personnages principaux qui sont ces jeunes gens pauvres mais beaux, mais aussi une insertion sociale qui n'est pas complètement... Et alors c'est là où je dis que Risi, dans le fond, est à la fois capable de nous raconter une histoire amusante, sympathique, qui ne demande pas une prise de tête considérable, même tout le contraire. Mais en même temps, il a une grande capacité à saisir l'air du temps, à saisir le mode de vie de ces gens, les parents des garçons qui sont là. Un a un oncle qui gère un magasin de disques où d'ailleurs il travaille. L'autre est employé sur une barge amarrée au bord du Tibre comme maître nageur. Maître nageur, le mot en italien on dit bagnino, c'est-à-dire le garçon qui s'occupe des bains.
C'est beaucoup plus juste parce que le bagnino, c'est celui qui ouvre aussi les cabines où les gens se changent. Parce que maître nageur, vu la propreté du Tibre, on voit bien dans le film qu'il y a très peu de gens qui se baignent. Éventuellement, on y pénètre pour faire 2 brasses et puis on en sort et on va se doucher parce que bon, l'eau du Tibre n'est pas spécialement engageante. Mais en tout cas, il y a quand même cet espace où les filles peuvent se mettre en maillot de bain, où les garçons peuvent venir faire les beaux et repérer les jeunes femmes les plus attrayantes. Et puis, toujours dans cet environnement, dans une des familles, le père est le concierge de l'immeuble. Un concierge particulièrement feignant qui arbore pendant tout le film, au-dessus de son vêtement de jour, sa veste de pyjama. Comme si dans le fond, il gardait la veste de pyjama pour pouvoir retourner plus facilement au lit. Et quand il faut monter du courrier au 4e étage, il trouve toujours quelqu'un qui va le monter à sa place. Un livreur, par exemple, dit, puisque vous montez au 4e étage, prenez ce courrier, vous pouvez le donner à monsieur un tel. Bon. Donc, tout ça est vu de manière très, très, très humoristique et en même temps regardé avec un sens précis du contexte social, des comportements, des mœurs. Et ces films, dans le fond, aujourd'hui, quand on les regarde, on peut les regarder de 2 manières. On peut les regarder d'abord pour un plaisir au premier degré, regarder une histoire qui est bien construite, des personnages qui sont bien cernés, qui existent, notamment les 2 garçons, donc Renato Salvatori et Maurizio Arena, qui sont les 2 beaux, i bei ragazzi. Ti sei incantato? Peggio, Romolo. Mi sono innamorato. E ti si vede dalla faccia. E si può sapere di chi? Di Giovanna. Giovanna. E che ci hai fatto? A Mappelo ci ho fatto una pomiciata che manco te l'immagini. Ma non è questo. È che è proprio bello essere innamorati. Il faut préciser que Renato Salvatori, qui est un peu le personnage principal, plus que Maurizio Arena, qui a peut-être une personnalité plus forte. Il faut rappeler qu'il était lui-même bagnino à Forte dei Marmi, une station balnéaire de Toscane, et qu'il a été repéré par Luciano Emmer, qui a vu ce beau garçon. C'est l'époque encore où on vit dans le mythe du néoréalisme, où on peut prendre des acteurs dans la rue et leur confier des rôles. Et comme au cinéma, avec un bon metteur en scène, même sans avoir fait d'école de comédien, on peut arriver à s'en sortir. Renato Salvatore révèle immédiatement une personnalité qui va lui permettre de tourner dans un certain nombre de films, de comédies essentiellement dans les années 50, et puis qui va déjà connaître une évolution en 59 avec les Maliari de Francesco Rosi, et puis qui surtout sera un des protagonistes de Rocco et ses frères. Il est le partenaire d'Alain Delon, il est le compagnon d'Annie Girardot dans le film. Annie Girardot, d'ailleurs, qu'il va épouser, il aura une fille, qui est la fille d'Annie Girardot et Renato Salvatori. Donc, ces acteurs-là, qui sont a priori des acteurs sans grande épaisseur, parce qu'ils n'ont pas de formation, en réalité, au cinéma, apportent une image très fraîche qui fonctionne d'autant mieux qu'ils sont entourés de comédiens, au contraire, aguerris dans les seconds rôles. Dans ce film, il y a les frères Caro Tenuto, un fait le conducteur de tram avec qui Renato Salvatore partage son lit. La chambre est occupée la nuit par Salvatore et le jour par le conducteur de tram, Memo Caro Tenuto, qui fait il turno di notte, c'est-à-dire conduit les trams la nuit et donc se repose le jour. Virgilio Riento, qui est aussi un très bon acteur, qui fait le prêtre dans Les Pains, Amour et Fantaisie, Jalousie, qui joue le rôle du tailleur. Enfin, donc, dans le fond, on entoure ces comédiens comment dirais-je, de second rôle solide, de spalle, en italien on dit spalle, d'épaule, des gens qui servent d'épaule, qui servent à les soutenir et qui leur permettent de s'épanouir au contact de ces acteurs qui sont au contraire de grands professionnels. Enfin, dans cette distribution, il y a une bombe sexuelle, qui est Marisa Alasio. Marisa Alasio, elle a fait une assez courte carrière. Elle apparaît au début des années 50, où elle est un peu une Bardot italienne, avec une existence peut-être moins scandaleuse et moins provocante. Mais c'est un peu ce type de personnage, c'est-à-dire une fille très très belle, qui affiche volontiers des décolletés généreux,
dans tout le film. Il n'y a pas une seule image où elle porte quelque chose qui cacherait les seins. Et évidemment, elle provoque dans cette Italie de maschi frustrati, de garçons un peu frustrés sexuellement, elle provoque des ravages. Donc les deux amis vont se disputer au point quasiment d'interrompre leur relation, jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que finalement ils font fausse route, qu'il faut aimer d'autres jeunes filles qui sont là. Et quant à Marisa Lassio, elle va retourner vers son ex-fiancé. Alors dans le film, on la voit même justement à cause de la barge sur le Tibre où se présentent les baigneurs et les baigneuses, on la voit en maillot de bain 2 pièces. Et on voit bien dans le filmage que le 2 pièces est un marqueur. Les filles, elles s'habillent, elles sont en maillot de bain 1 pièce, et celles qui sont en 2 pièces, c'est que soit elles ont des anatomies impeccables, soit qu'elles ne sont pas indifférentes à la cour que peuvent leur faire les jeunes gens qui viennent sur ces plages improvisées, enfin sur ces lieux de baignade improvisés qui sont installés au bord du Tibre. Donc Marisa Lassio, elle est la très belle fille autour de laquelle tout tourne, aussi bien les adultes que les jeunes gens qui la convoitent, et elle mène tout ça de main de maître. Il y a d'ailleurs un assez beau portrait de femme, et ce n'est pas la première fois, et je l'ai déjà souligné à propos d'autres commentaires, ce n'est pas la première fois que dans des films italiens des années 50, dans cette Italie qui reste une Italie profondément machiste, il y a des portraits de femmes. Il y a des portraits de femmes attachantes, de femmes libres. La manière dont elle les mène par le bout du nez, c'est une typique affirmation d'une femme qui ne se laisse pas mener par les garçons qui l'entourent, qui au contraire décident, les met en rivalité, leur donne rendez-vous au même moment à tous les deux, enfin, joue de ces garçons pour finalement revenir à l'homme dont elle était amoureuse et avec qui elle avait rompu, donc provisoirement, qui revient donc dans son cœur. Elle a fait une carrière très courte, juste pour clore là-dessus, elle a fait une carrière très courte parce que quand on observe Pauvre mais beau, on sait qu'en fait le film appartient à une trilogie. Il y a 3 films que Risi tourne l'un après l'autre. Pauvre mais beau, Belle mais pauvre et Pauvre millionnaire, à un an d'intervalle. 55, 56, 58. Bon. Le dernier, un petit décalage. Et alors, dans les 3 films, on trouve toujours Dino Risi, on trouve toujours les mêmes scénaristes, c'est-à-dire Risi lui-même, Festa Campanile et Massimo Franciosa, qui sont des experts de la comédie. C'est un couple qui a écrit beaucoup de films ensemble, Franciosa et Festa Campanile. Ils vont ensuite d'ailleurs tous les deux passer à faire quelques films comme réalisateurs. Mais comme il y a Agi Scarpelli ou Scola et Macari, souvent c'est scénaristes de comédie, parce que la comédie est un genre qui appelle souvent le travail en équipe, et notamment à 2, pour servir en quelque sorte, pour vérifier tout de suite de l'efficacité d'une réplique, d'une situation. Donc Franciosa et Festa Campanile, ils sont là et suivent les 3 films. Donc il y a Risi, il y a Festa Campanile, il y a les 2 garçons, Maurizio Arena et Renato Salvatori. Dans le 2e, il y a toujours Marisa Lassio, et dans le 3e, qui est de 58, elle n'y est plus, et c'est Silva Coscina qui va devenir à son tour une de ces belles femmes à la poitrine généreuse qui prend le relais. Alors quand on regarde ça, on se dit, tiens, curieux, pourquoi ? La réponse est très très simple. En 58, elle a rencontré un comte, un aristocrate lié à la famille royale, rien de moins. Bon. Elle se marie en novembre 58, et quelques mois avant de son mariage, elle abandonne totalement le cinéma. C'est-à-dire, elle fait un magnifique mariage avec un comte apparenté, je le répète, à la famille royale, qui à cette date-là n'est plus régnante, mais enfin, il y a les descendants de la famille royale, qui ne sont plus régnants depuis 1946. Bon, et elle se marie en novembre 58, et donc évidemment, dès lors qu'elle a épousé le comte, elle ne montre plus sa beauté aussi spectaculaire dans des films légers. Voilà. Donc du coup, dans le 3e, elle est remplacée par Silva Coscina. Une dernière information importante sur la qualité de ces films. Le film Pauvre mais beau est filmé, enfin la photographie est signée Tonino Dellicoli, et Tonino Dellicoli, c'est le collaborateur de Fellini, de Sergio Leone, de Pasolini. Donc c'est un très grand chef-op. Autrement dit, dans ce cinéma italien des années 50, et ce n'est pas le seul exemple, il y a des exemples innombrables, de très grands
artistes, je n'ose pas dire techniciens, parce qu'à ce niveau-là, on n'est plus non plus des techniciens, ce sont des artistes. De très grands artistes n'hésitent pas, trouvent tout à fait naturel de travailler également dans des films plus légers que les œuvres auxquelles d'habitude ils se consacrent. De même, le monteur, qui est le monteur de ce film, Mario Serrandrei, c'est le monteur de Visconti. Donc le monteur de Visconti monte Pauvre mais beau. Donc là aussi, c'est que ces gens-là considèrent que le travail qu'ils font, qu'ils aient à monter un film de Visconti, ou qu'ils aient à monter un film de Dino Risi, c'est un travail dans lequel ils mettent le même goût, la même application, la même habileté, et il n'y a pas de doute qu'une partie du rythme de ces films, parce qu'on peut englober les 2 autres épisodes, une bonne partie de la réussite de ces films est aussi liée à la conjonction de ces talents, metteur en scène, scénariste, équipe technique, décorateur aussi, créateur de costumes, chef opérateur, musicien, monteur et comédien. Alors quand on a tout ça réuni, eh bien, on aboutit à ces films qui, dans leurs limites, bien sûr, c'est pas le cuirassé Potemkin, c'est Pauvre mais beau, mais dans les limites du film, ce sont des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, quand il y a quelques années a été mis en place un plan de restauration, on avait dit 100 films à sauver dans l'histoire du cinéma italien. On trouve donc des films légers qu'on pourrait considérer comme non prioritaires et qui, aux yeux du jury de critiques et d'historiens du cinéma qui a décidé d'établir cette liste de 100 films à sauver, on trouve non seulement Pauvre mais beau, mais aussi un héros de notre temps, le film de Mario Monicelli, qui lui aussi, dans son genre, est également une comédie apparemment légère, mais qui touche des problèmes assez profonds.